Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui, bilan sur 7 ans de minimalisme financier. Vous avez été nombreux à me demander la vidéo dans le sondage, donc merci d'avoir voté, ça m'oriente énormément dans la création des vidéos, donc continuez, vous êtes vraiment au top. Donc le plan de cette vidéo, dans un premier temps, nous allons parler de minimalisme financier. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Quels avantages ça peut avoir sur vos finances et sur votre bien-être en règle générale. Et ensuite, je vais vous parler de mon expérience et des différentes limites que j'ai vues à travers ce mouvement. Et on terminera la vidéo par différentes pistes qui vont vous permettre d'exploiter ce mode de vie au maximum. Et vous allez me demander, mais c'est quoi le minimalisme financier? Alors le minimalisme financier, c'est un mode de vie qui est axé sur justement la limitation des possessions matérielles, c'est-à-dire qu'on va limiter au minimum nos possessions matérielles, c'est-à-dire tout ce qu'on peut acheter en fait, hein. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, si ce n'est 95% des personnes, que ce soit en France ou dans le monde entier, eh bien, on a tendance à stocker énormément d'objets, acheter toujours et toujours des choses sur Amazon, sortir au centre-ville, faire les boutiques, revenir avec 5 sachets de vêtements flambant neufs. Et le minimalisme financier va à l'encontre de ça et il nous dit que tu n'as pas besoin d'acheter des choses matérielles pour être heureux. C'est pour ça que quand on est minimaliste, on axe son bonheur sur les expériences et les rencontres. Au lieu d'acheter tout et n'importe quoi sur Amazon, au centre-ville et compagnie, eh bien tu vas te focaliser sur les rencontres que tu fais, par exemple une fille qui t'a plu, ou bien ton groupe de copains avec qui tu as l'habitude de jouer de la guitare, ou bien ton groupe de sport avec qui tu partages une passion, ça peut être le football, le rugby, le tennis, moi c'est mon cas, mais ne pas assujettir son bonheur et le bonheur collectif quand tu es dans un groupe à de l'achat. Il y a beaucoup de personnes qui se rejoignent uniquement pour acheter des choses dans les magasins, mais ça ne mène pas au bonheur. Et le minimalisme financier aide dans ce sens à vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et le gros avantage du minimalisme financier, c'est que ça permet d'abaisser ses dépenses au minimum. Et le gros avantage d'abaisser ses dépenses au strict minimum, c'est que ça permet de générer de l'épargne. L'épargne, c'est pas juste quelque chose qu'on fait par amusement. On ne le fait pas pour collectionner les billets sous son matelas. L'épargne, ça permet déjà de se protéger contre les aléas de la vie, c'est-à-dire tu as ta voiture qui tombe en panne ou bien tu perds ton travail, et bien l'épargne peut te permettre de rebondir de plus belle, c'est-à-dire que tu vas avoir un surplus de temps. Imaginons que tu perds ton travail, et bien si tu as 6 mois d'épargne de côté, ce qu'on appelle également l'épargne de précaution, et bien ça te permet de prendre le temps de chercher un autre travail plus rémunérateur, peut-être moins stressant, à proximité de ton logement, et ça te permet de gagner du temps, et le temps c'est de l'argent, et ça te permet de gagner du temps et de faire les bons choix. L'épargne, ça permet également d'investir. À moyen terme, avec beaucoup d'épargne, tu peux quasiment remplacer, si ce n'est remplacer totalement, tes revenus actuels, que ce soit par les dividendes ou par une rente sur des ETF, ou bien tu peux préparer ta retraite sur le long terme. Et c'est un gros sujet parce qu'aujourd'hui, les retraites, bon, c'est vraiment des miettes, hein. Moi, j'ai fait ma simulation. À 67 ans, dites-vous, j'aurai 700 euros de retraite tous les mois. Et ça ne me prend même pas en compte l'inflation. J'espère qu'ils vont quand même l'indexer. Mais voilà, quand on épargne et qu'on investit, ça permet de préparer son avenir. Et donc, ça procure énormément de sérénité sur le long terme. Et d'ailleurs, la plus grande cause de stress chez les ménages français, ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est justement le fait de manquer d'argent à un moment. Et quand tu manques d'argent à un moment, bah, tu as tendance à faire des mauvais choix, à prendre un job qui ne te plaît pas. Imaginons que tu étais commercial pour une super entreprise et que tu te fais licencier. Tu n'as pas d'épargne, eh bien tu es obligé de prendre le premier boulot venu, donc un boulot si ça se trouve qui sera éloigné de ton domicile, avec une ambiance de merde, avec des horaires aussi pourris et une rémunération pourrie, mais simplement parce que tu as besoin de cet argent tout de suite pour payer tes factures.
Et le fait d'avoir un train de vie très faible, de ne pas être dépendant de Amazon ou du dernier gadget de Apple, ça te permet justement d'avoir de la marge. C'est ça qu'on veut quand on est minimaliste, c'est d'avoir de la marge et de pouvoir vivre sereinement au quotidien. Et pour vous résumer en images la société de surconsommation dans laquelle on vit, eh bien, on a cette chambre par exemple avec plein d'habits partout, de l'électronique sur le bureau, c'est absolument le bordel. Et je pense que c'est une chambre d'enfant, il y a des nounours, il y a des petits doudous par-ci par-là, donc c'est chou, hein, effectivement. Mais il y a beaucoup trop d'habits pour un seul enfant. Un enfant, tu peux lui acheter 5-6 t-shirts, 2-3 pulls pour l'hiver, 2 vestes, 3-4 pantalons et 2 paires de chaussures que tu renouvelles tous les 2 ans, même que tu peux acheter sur Vinted, mais t'as pas besoin de te surencombrer de cette manière. Et d'ailleurs, je pense que cette vidéo a été prise il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, si on va dans la chambre d'un enfant, eh bien, il y a des jouets électroniques dans tous les sens, il y a une console de jeu, il y a 2 téléphones, 2 iPads, plein de petits trucs comme ça, plein de gadgets électroniques qui ne servent à rien et qui va peut-être utiliser pendant voilà, peut-être 6 mois, grand maximum. Une autre image qui est assez drôle que j'ai récupérée sur YouTube, donc on a des chaînes hein, de superstars comme ces deux personnes, ce couple de l'enfer, qui s'amusent à acheter 50 kilos de produits perdus issus de l'e-commerce et ils s'amusent à le déballer comme ça. Et une autre image marrante que j'ai récupérée sur YouTube qui reflète encore plus la société de surconsommation, c'est ce couple de l'enfer qui a une chaîne YouTube où ils s'amusent en fait à déballer des colis perdus. Donc ils ont acheté pour 50 kilos de produits perdus par l'e-commerce et ils le déballent devant leurs 700 000, 800 000 fans. Et, et que je vois les statistiques des vidéos et le nombre d'abonnés qu'ils ont, je me dis qu'on marche quand même sur la tête. Moi par exemple, j'ai une chaîne YouTube qui va bientôt atteindre les 2500 abonnés. Sur les vidéos les plus vues, peut-être que j'atteins allez, 10 000, 12 000 vues. C'est déjà très bien. Mais avec ce type de vidéo à la con, 700 000 vues, 800 000 vues, c'est absolument incroyable. Donc peut-être qu'un jour, je vais m'amuser à acheter des colis perdus de l'e-commerce et vous déballer ça en live et vous allez kiffer ça. Non, je plaisante, je vais jamais faire ça. Mais le fait est que voilà, ce couple a acheté ces kilos de marchandises perdues, le déballe devant leurs fans. Et je trouve ça assez débile parce que déjà, c'est une perte nette, hein, c'est-à-dire qu'ils ont investi hein, dans ces 50 kilos de produits. Ils ne les ont pas reçus d'un sponsor, ils ont vraiment investi leur argent. Peut-être qu'ils le payent avec leur chaîne YouTube, mais il y a quand même mieux à faire, quoi. Il y a mieux à faire et je suis certain qu'ils n'utiliseront jamais ne serait-ce que 1% des produits derrière. À mon avis, ça doit être des écouteurs un peu bas de gamme, des coques de téléphone, peut-être même des sextoys chinois, je sais pas. Mais voilà, très débile. Et je pense que... Désolé d'être un peu méchant, mais je pense que les idées de ce monsieur sont à la hauteur de son physique. Voilà. Et on a aussi des personnes qui ont tellement d'argent, enfin du moins c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, hein, parce que sur YouTube, hein, tu peux faire croire ce que tu veux à n'importe qui, du moment que tu as un bon banquier qui te finance tes bêtises. Eh bien, on a cette fille avec son copain qui s'amuse en fait à garer toutes leurs voitures de luxe dans leur jardin. Donc moi je suis pas un expert hein, des voitures, j'en ai strictement rien à foutre comme vous allez pouvoir le voir après. Mais j'imagine que ça doit être une Ferrari. Là il y a eu deux Lamborghini. Là il me semble que c'est une BMW dernière génération. Donc des personnes comme ça qui achètent plusieurs voitures de luxe à crédit, peut-être au comptant avec l'argent des abonnés. D'ailleurs bravo, hein, c'est pas très glorieux de faire ça avec l'argent des abonnés. Et voilà, on a cet étalement de matérialisme sur ce genre de vidéo. Et je trouve ça assez malsain. Et surtout, c'est un cercle vicieux. Parce que quand tu fais des vidéos comme ça, avec plein de voitures de luxe, eh bien, tu en as un autre qui va faire une autre vidéo avec des voitures encore plus chères, encore plus de voitures chères dans son garage. Et c'est un cercle sans fin. Tu es constamment obligé d'upgrader le tout et de proposer encore plus de sensationnel à tes auditeurs. Donc là, c'est des exemples effectivement de chaînes YouTube, mais c'est transposable dans la vraie vie. Quand tu achètes énormément de choses, des sacs à main de luxe, des voitures et compagnie, eh bien, il ne faut pas oublier que ces objets
à un moment, ils vont être démodés. Tu vas par exemple acheter le dernier modèle de Audi ou de BMW, eh bien un an plus tard, tu auras d'autres personnes qui auront acheté le nouveau modèle et tu seras has-been. Et tu seras obligé d'acheter constamment les nouveaux modèles pour garder ton image auprès de tes voisins, auprès de tes amis. Et c'est un cercle vicieux et c'est un gros problème. Et il y a une citation de Tyler Durden dans Fight Club qui est assez intéressante et que j'utilise beaucoup quand je parle de minimalisme financier à des personnes non averties. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce que nous possédons finira par nous posséder. Et c'est exactement ce que je vous ai dit dans les dernières slides avec les personnes qui montrent leur voiture et tous leurs colis mystères de merde. Eh bien oui, tout ce que tu achètes, ça finit par te posséder. Parce que quand tu achètes une Lamborghini, eh bien, on voit la Lamborghini, effectivement, ça, c'est super, hein, ça va vite, ça claque, hein. Je ne dis pas que ces modèles sont moches, hein, au contraire. Mais après, tu as tout le lot d'emmerdes qui va avec, c'est-à-dire que tu as l'assurance qui coûte hyper cher, tu as un pneu qui crève, c'est 3000 balles, si ce n'est plus, hein, je ne sais pas s'il y en a qui ont des Ferrari, dites-moi combien ça coûte un pneu. Quand tu vas au restaurant, eh bien, tu ne peux pas la garer dans des rues sombres, là, à côté du resto, où il y a des toxicos et compagnie, tu vas te la faire rayer. Il y a des gens aussi qui vont s'asseoir sur ta voiture pour prendre des photos. Et j'ai vu une vidéo YouTube d'une personne qui avait fait exprès de garer sa Lamborghini dans une rue un peu annexe. Et il était revenu, il y avait des gens, plein de gens, des dizaines de personnes qui prenaient des photos sur sa voiture, assis sur le capot comme ça. Donc en fait, tu t'exposes à énormément de problèmes, même si à première vue, ça paraît cool hein, de rouler une Lamborghini. Mais finalement, bah, la Lamborghini finit par te posséder, comme dirait Tyler Durden. Et à quoi ressemble le minimalisme financier? Alors pour vous montrer un exemple concret, je me suis amusé à prendre des petites photos de ma garde-robe. Alors ne m'en voulez pas, je ne sais pas plier des vêtements, c'est pas mon délire, je fais ça très 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 rapidement. C'est quelque chose qui me saoule au plus haut point. Donc regardez bien, ça c'est ma garde-robe, vraie garde-robe, hein, j'ai rien enlevé du tout, il y a absolument tout dedans. C'est les mêmes habits que j'ai depuis, je crois, 5 ans. Il faudra quand même un jour que je renouvelle. Il faut pas non plus aller trop loin dans le minimalisme financier. Mais là, vous pouvez voir. J'ai une veste à gauche, donc je l'ai jamais mise, hein, c'est mon frère qui me l'a donnée, mais je trouve qu'elle est moche, enfin du moins sur moi ça rend pas très bien. Là la veste bleue c'est une veste Jot hein, que je m'étais acheté pour mes 25 000 euros atteints en bourse, donc je la mets toute l'année quand je fais des cours de tennis. Là une autre veste Jot noire que j'utilise quand je sors en ville. Avec des amis, on va boire un coup, je vais au restaurant, j'aime bien la veste, franchement. Je l'avais acheté pour mes 10 000 euros, pardon, c'était pour mes 10 000 euros que je l'avais acheté. Et là, il y a une veste The North Face hein, qui coûte cher, effectivement, je crois que ça coûte 250 balles à l'achat. Mais voilà, c'est mon frère aussi qui me l'a donné gratuitement. Et d'ailleurs, mon frère, hein, il est totalement dans la société de consommation. Il achète tout le temps des nouveaux trucs. Donc, à chaque fois qu'il s'en lasse, hein, eh bien, il me redonne ses vestes. Ensuite, on a, là, vous voyez pas trop, hein, mais il est petit le placard. Hein. À côté du sweat rouge, on a un sweat Lacoste que je m'étais acheté il y a 4 ans. Ça, je l'utilise pour sortir. Ça fait un peu outwear. Là, c'est un sweat rouge Uniqlo que j'utilise pour aller au tennis, pour aller jouer et compagnie. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5 chemises. 5 chemises que j'utilise à chaque fois. Donc, c'est des couleurs qui vont bien avec tout. Hein. C'est-à-dire que j'ai des chemises blanches, des chemises bleu ciel, des chemises bleu foncé. Et ça match avec mes habits. Et pareil, je crois que ça fait 5 ans que je les ai, si ce n'est plus. Il me semble que la chemise bleue, ça fait l'âge de 20 ans. Ouais, ça fait 7 ans que j'ai cette chemise bleue. Et elle tient super bien. Je l'avais payé cher au début. Mais la qualité est toujours bonne. Et ensuite, tout à droite, il y a 3 polos Ralph Lauren que j'ai achetés dans un magasin d'usine quand j'avais 19 ans. Et donc, voilà, j'ai toujours une garde-robe de ce style-là. Ensuite, j'ai pas que ça comme habit, hein, je mets quand même d'autres choses, hein, faut pas croire. Eh bien, j'ai 3 pantalons.
3 pantalons, donc un jeans que vous pouvez voir tout en bas, une sorte de jogger kaki qui va bien avec certaines chemises, et un pantalon kaki, pareil, qui se marie bien avec les chemises. Ensuite, j'ai 4 pulls, voilà, qui sont pliés comme je plie d'habitude, hein, c'est-à-dire il y a toujours un peu des plis et tout, mais bon, j'en ai strictement rien à foutre. Donc 4 pulls. Ensuite, il y a mes habits de tennis. Donc là, il y a 6 shorts de tennis. J'ai beaucoup plus d'affaires de tennis parce que c'est mon métier, hein. J'enseigne le tennis, donc forcément, je vais pas me venir avec le même short tous les jours, hein. Les gens, à un moment, mes clients, ils vont penser que je suis un crado, quoi. Donc non, il y a 6 shorts de tennis. Là, il y a les t-shirts de tennis, donc il y en a une bonne dizaine, hein, pour pouvoir changer régulièrement. Surtout avec les entraînements, les tournois, bah forcément, tu transpires une fois dedans, tu vas pas t'amuser à le remettre. Et ensuite, il y a les habits de ville encore. Donc là, il y a 2 shorts de ville. Donc le rouge et le bleu. Et là, c'est tous les petits t-shirts que je mets pour sortir et compagnie. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très minimaliste. Et ça me fait du bien d'avoir aussi peu d'habits parce que le matin, je me pose pas la question de ce que je vais mettre, est-ce que la chemise elle va bien avec ce pantalon. Non, c'est des choses vraiment uniques que j'ai achetées, des choses qui vont bien un peu avec tout. Et voilà, ça va très bien. J'ai jamais eu j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas forcément une fashion victime, hein. Je vais pas faire la Fashion Week à Paris, mais ça me va très très bien et je dépense pas un seul euro en vêtements. Et enfin, le pompon sur la Garonne, comme on dirait dans le sud. Eh bien, il y a ma super voiture. Donc, on est loin des Lamborghini et des BMW garés dans la cour, hein. Ça, c'est ma voiture perso que j'ai achetée en novembre 2023 parce que l'autre m'avait lâché. Donc, pour cette voiture, hein, dites-vous, j'ai payé 3500 balles. Je pense que c'est un super achat. Elle n'est jamais tombée en panne, pas encore du moins. Elle roule au GPL. Ça me coûte littéralement, ouais, 25 euros par semaine. Donc ouais, on est sur un petit 100 euros par mois d'essence et GPL. C'est absolument incroyable. Et ce qui est marrant sur cette voiture, c'est qu'il n'y a rien d'électronique. Dites-vous, les vitres, j'ai un truc pour tourner, une manivelle pour ouvrir la vitre. Donc je me suis fait des muscles de taré. Et la fermeture, elle n'est pas centralisée, c'est-à-dire que je dois à chaque fois passer la clé dans la serrure pour ouvrir. Et voilà, ça me fait perdre un peu de temps. Mais moi, j'ai pas de problème électronique avec la voiture. Elle m'a coûté 3500 euros. Et voilà, je peux en racheter une. Je pense que je changerai dans une dizaine d'années. Tant qu'elle tient la route et qu'elle permet de m'emmener à un point A à un point B, c'est génial. Et en plus, ouais, j'ai eu le droit à un petit bonus, hein. J'ai un autoradio dedans. J'avais même pas capté quand je l'ai acheté que j'avais un autoradio. Donc je branche des podcasts, des vidéos YouTube quand je roule et c'est très bien comme ça. Et quel est l'avantage d'avoir 3 pantalons et une Dacia? Vous devez vous dire, mais putain, Quentin, il a une sévie de merde, c'est pas possible, il s'habille avec les mêmes vêtements depuis des lustres. Mais l'avantage, c'est déjà d'avoir plus d'épargne. On l'a vu, l'épargne, ça permet déjà de préparer sa retraite sur un horizon long terme. À moyen terme, on peut aussi faire des choses intéressantes avec les dividendes et une rente sur des ETF. Et ça permet aussi, voilà, en cas de licenciement, d'avoir un matelas de sécurité et de se laisser le temps de trouver un autre boulot. Et donc, par effet de cascade, hein, ça procure beaucoup plus de sérénité. T'es pas là en train de serrer les fesses tous les mois à se dire, oh punaise, si je me fais virer, j'ai rien, il va falloir que je retrouve quelque chose rapidement. Non, pas du tout. Moi, si un jour je me fais licencier de mon travail, ce qui est peu probable parce que voilà, je fais le taf, je suis à l'heure, voilà, j'essaie toujours d'être le plus professionnel possible. Mais si ça arrivait, je vais pas sauter sur le premier club qui essaie de me recruter. Je vais vraiment prendre le temps, je vais voir si les groupes sont intéressants, s'il y a des projets. Et je peux durer comme ça pendant 6 mois, 1 an, sans rien faire, être chez moi, à chercher à chercher du boulot de temps en temps, et à trouver celui qui me correspond le mieux. Et ensuite, on a le gain de temps, hein, donc plus de temps. C'est-à-dire que le matin, comme je vous l'ai dit, je ne passe pas 1 heure à chercher ce qui va aller avec quel pantalon, quelle veste. Ou bien ma voiture, elle tombe pas en panne, il n'y a pas d'électronique, elle est hyper fiable. Donc, je ne passe pas mon temps chez le garagiste à réparer la fermeture centralisée. Ça me donne énormément de temps et donc plus de sérénité. Ça rejoint tout ce qu'on a vu dans cette petite cascade.
Et par conséquent, le fait d'avoir plus d'épargne, plus de sérénité, plus de temps, ça permet un enrichissement financier et spirituel. Et un point très important que j'aimerais développer avec vous, c'est la relation entre le minimalisme et l'investissement. D'où le nom de cette chaîne justement. Alors le minimalisme, comme on l'a vu, c'est très bien, ça permet de faire d'énormes économies d'argent, d'alléger sa charge mentale, mais sans l'investissement, ça ne sert pas à grand chose. C'est-à-dire que tu vas t'amuser à épargner 500 euros pour les mettre sous le matelas. Non, l'objectif, c'est d'en faire quelque chose. Parce que quand tu es uniquement minimaliste, eh bien, tu n'es pas libre, tu n'es pas encore libre. Même si tu t'es affranchi de la société de consommation, que tu es beaucoup plus tranquille, mais tu es quand même obligé d'aller travailler. C'est pas que c'est un problème, mais tu n'as pas encore atteint la liberté. Donc on a beaucoup de personnes qui gagnent 1500, 2000 euros et qui sont très économes, très minimalistes, mais qui devront travailler jusqu'à 67, 70 ans. Mais justement, pour ne pas terminer dans ce schéma, eh bien, investir, c'est absolument primordial. Pourquoi? Parce que en investissant, eh bien, tu prépares ton avenir et avec de petites sommes épargnées et investies tous les mois, et tu peux te retrouver à l'âge de 50, 55, 60, 70 ans avec plusieurs millions d'euros sur ton compte. Et la vraie liberté, c'est ça, c'est de pouvoir te dire à un moment, imaginons que tu commences à investir à 20 ans, que tu as compris le concept du minimalisme financier, eh bien, 30 ans après, à 50 ans, si ce n'est même avant, eh bien, tu peux te permettre de prendre ta retraite, même en ayant investi 200, 300, 400, 500 euros tous les mois. Et donc le surplus d'épargne, eh bien, il va te permettre de réaliser plus d'investissements et d'accélérer ta liberté financière. C'est pas dit que tu vas arrêter de travailler, mais simplement tu auras beaucoup plus d'options. Je prends juste mon exemple. Actuellement, je peux épargner 20 000 euros par an. Voilà, c'est pas mal, c'est un bon niveau d'épargne. Certains épargnent moins, certains beaucoup plus. Donc je pense être dans la moyenne un peu supérieure, même si voilà, c'est pas une compétition, je me compare avec personne, mais c'est l'argent que je peux dégager. Et si on prend ce montant de 20 000 euros d'épargne par an obtenu grâce au minimalisme et grâce à mon travail, eh bien, avec les paramètres actuels, mon capital initial et le rendement du S&P 500, eh bien, sur 35 ans, je me retrouve avec un capital de 10 millions d'euros. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, sachant qu'il y aura de l'inflation. Vous allez me dire, effectivement, il y aura de l'inflation. Ce ne sera pas 10 millions, dans 35 ans, ça n'aura pas la même valeur, mais ça aura le mérite d'exister. Et avec un tel capital, eh bien, je pourrais me dire à 62 ans, eh bien, j'arrête de travailler. Mais ce capital, il est dû justement à ce mode de vie très frugal qui me permet d'épargner autant d'argent. Maintenant, on va passer au bilan après 7 ans de minimalisme financier. Et là, on a déjà soulevé un problème, hein. C'est-à-dire que les 10 millions, tu pourras jamais les dépenser en une vie, du moins pas avec le train de vie que j'ai ou que vous pourrez avoir en tant que minimaliste. Donc le bilan après 7 ans, c'est que qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que de mes 20 à mes 26 ans, je ne vivais que pour épargner. C'est-à-dire que je refusais constamment d'aller en vacances. Je suis allé 0 fois au ski. J'ai peut-être fait un week-end ou deux, mais ça s'est arrêté là. Pas de resto. Je me contentais d'acheter des trucs à cuisiner et le faire chez moi. Ça me coûtait effectivement moins cher. Les amis, bah, je les voyais pas énormément parce que je passais ma vie à travailler pour pouvoir épargner plus. Et donc, je me suis retrouvé finalement à vivre une vie sans beaucoup de plaisir. Mais comme je ne suis pas têtu, eh bien, je me suis quand même remis en question. Je me suis dit, bon, avec 10 millions à la retraite, tu vas pas les utiliser, il faut quand même faire quelque chose. Donc, depuis mes 27 ans, et ça fait un an que j'ai un peu changé d'avis à ce niveau-là, eh bien, je m'autorise les vacances. Donc, je pars 4 fois par an, donc des petits week-ends ou bien 2 semaines dans le sud de la France pour faire des tournois de tennis, de la plongée sous-marine, de la Via Ferrata en juillet-août. Je vais beaucoup plus souvent au resto. Une fois par semaine environ. Mes amis, je peux les voir beaucoup plus souvent parce que j'ai arrêté de travailler comme un Chinois. Je prends beaucoup plus de temps pour moi et donc plus de plaisir au quotidien.
Ça fait que maintenant, aujourd'hui, j'épargne plus 20 000 euros parce que voilà, on l'a vu dans la simulation d'avant, 10 millions, moi je ne saurais pas quoi en faire, mais uniquement 15 000 euros. C'est-à-dire uniquement 15 000, c'est quand même très bien, mais voilà, c'est le minimum voilà, que je veux épargner sans me mettre en danger et pour pouvoir me payer tous ces petits loisirs qui me tiennent à cœur, comme le ski notamment. Et les raisons de ce virage, eh bien, c'est que, on l'a évoqué, hein, c'est que dépenser 10 millions, c'est impossible. Pour nous, investisseurs minimalistes qui avons un train de vie simple, une vie simple et saine, et sereine d'ailleurs, eh bien, c'est impossible. Et pour vous illustrer l'absurdité de collectionner, d'accumuler toujours plus d'épargne et de capital, eh bien, aujourd'hui, avec 10 millions, eh bien, je peux m'acheter 2800 Dacia. Voilà, je ne pense pas pouvoir les rouler tout en même temps. En termes d'appartements, eh bien, je peux m'acheter 66 appartements, sachant que le prix d'un T3, d'un très bon T3 à Strasbourg, c'est 300 000 euros. 66 appartements, ça ne va pas me servir. Des maisons, eh bien, je peux m'acheter 33 maisons à 600 000 euros environ. Les restaurants que je fais au quotidien, eh bien, avec 10 millions, tu peux te faire 166 000 restaurants. Sachant que j'y vais une fois par semaine, ça me fait 798 ans de restaurant. Alors oui, si j'étais éternel, que j'étais un vampire, oui, ce serait avec plaisir, mais je ne pense pas que je vais vivre 798 ans, c'est absolument délirant. Et tu peux partir 10 000 semaines de vacances, soit 2500 ans, à raison de 4 fois par an, quoi. Donc voilà des exemples concrets de l'absurdité de vouloir toujours accumuler du capital. Prenez le temps, prenez un peu de votre épargne pour vaquer à vos occupations, à vos loisirs. La vie est courte et je pense que les belles années, voilà, elles sont entre 15 et 70 ans. Donc ce serait bête de passer une vie entière, comme j'ai pu le faire au début, à épargner, épargner, épargner et à ne pas profiter. Il faut trouver le juste milieu. Voilà, allouer une petite part de votre épargne à vos loisirs, ça vous fera du bien, parce que je le rappelle, vous n'avez pas besoin de 66 appartements, ni 33 maisons, ou 10 000 semaines de vacances. Et la deuxième raison qui rejoint la première, c'est que la plupart du patrimoine des millionnaires, milliardaires, eh bien, sont distribués non pas sous forme d'héritage auprès de la famille, mais sous forme de dons à des associations. Alors ouais, vous connaissez ma position par rapport aux dons, aux assos et tout. Moi, je m'en fous un peu des associations. Je préfère le donner à mes proches. Mais il y a quelques personnalités, ou même beaucoup de personnalités, j'en ai pris 3, dont c'est assez frappant. Donc on a l'exemple de Ronald Reed, hein. J'ai fait une vidéo sur Ronald Reed, hein. C'est l'homme ordinaire qui est devenu millionnaire, hein, c'est-à-dire qu'il a investi sur des actions individuelles depuis l'âge de 20 ans. Et à sa mort, on a découvert qu'il avait 8 millions de dollars sur ses comptes. Eh bien, sachez que Ronald Reed, eh bien, il a légué 6 millions de dollars, donc 75% de sa fortune boursière à des associations, notamment à la librairie de sa ville. Pareil pour Warren Buffett, hein. Warren Buffett qui est le CEO de Berkshire Hathaway, eh bien, il a une fortune estimée à 130 milliards et il a déjà fait 56 milliards de dons à différentes associations caritatives. On peut aussi prendre Bill Gates, hein, avec une fortune similaire, un peu supérieure à Warren Buffett, mais qui a légué pareil 58% de son patrimoine, de ses avoirs financiers à des associations, donc 77 milliards de dollars. Donc ces exemples nous montrent qu'à partir d'un certain niveau de richesse, une richesse démesurée, il est impossible de tout dépenser et tu finiras tôt ou tard à léguer ta fortune soit à l'État, soit à des associations ou soit à tes petits-enfants. Donc il est important de se faire plaisir et d'utiliser son patrimoine financier pour faire les choses qu'on a envie de faire. Et enfin, troisième raison pour laquelle j'ai effectué ce petit virage, c'est que nous sommes mortels et la maladie nous guette. Alors, je vous explique, hein, c'est pas juste une phrase là pour faire de l'émotionnel à la Tammy Cabage, hein. L'objectif, c'est de vous montrer un exemple concret. Et cet exemple concret, je l'ai dans mon entourage, c'est-à-dire que je connais une personne qui est proche de la retraite. Elle a 60 ans, elle a épargné toute sa vie, de gros montants tous les mois, hein, 50% de son salaire. Elle épargnait principalement sur des assurances vie, des fonds actions, parce que voilà, il y a 40 ans, il ne connaissait pas encore les ETF et tout ce qu'on peut faire avec les actions individuelles. Donc il a investi
régulièrement 50% de ses revenus sur des fonds d'investissement dans les assurances vie. Ces assurances vie, à l'âge de 60 ans, donc aujourd'hui, elles valent 2 millions, il me semble. Eh bien, devinez ce qui lui est arrivé. Eh bien, il a appris qu'il avait un cancer généralisé. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, arrête un peu tes conneries, arrête d'épargner 75% de tes revenus pour investir, profite de la vie. Si ça se trouve, l'année prochaine, je vais avoir un cancer du cerveau à force d'écouter toutes ces bêtises sur YouTube, ces unboxings à la con sur ces chaînes de merde, ou bien peut-être que voilà, je vais me faire renverser par une voiture en sortant de chez moi. Après, on ne sait pas, vous ne le savez pas. Aujourd'hui peut être votre dernier jour. Donc la vie est courte, elle est incertaine, tout peut arriver, et c'est pour cette raison qu'il est important de profiter de son argent comme bon vous semble. Hein. Voilà, vous avez envie d'aller faire un stage de plongée aux Canaries. D'ailleurs, c'est super. Hein. J'ai des potes qui y sont allés. Je vous conseille vraiment de faire ça si c'est votre kiff. Ou bien de faire un stage de kitesurf à Fuerteventura, de partir au ski si ça vous branche, si vous aimez ce sport. Tous les loisirs qui vous plaisent, mettez-les sur une petite feuille. C'est ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai envie de faire avant de mourir, je l'ai mis sur une feuille. Et j'ai déjà réalisé beaucoup de choses sur cette feuille. Hein. Il y a encore pas mal de choses, comme aller à Val d'Isère cette année. Je l'ai mis sur ma checklist. Et c'est quelque chose que je vais faire avec un ami. Maintenant qu'on a parcouru le minimalisme financier, que je vous ai présenté mon parcours sur 7 ans et pourquoi je me suis ravisé, eh bien, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver le juste milieu? Et le juste milieu, finalement, c'est la chose la plus difficile à trouver en tant que minimaliste et investisseur, parce qu'on a toujours envie d'épargner plus et d'investir plus. C'est très bien, hein, il faut le faire, mais le juste milieu à trouver, voilà, c'est plutôt compliqué. Parce qu'on peut vite se retrouver dans la spirale de la surconsommation en se disant bah, demain de toute façon, Quentin il m'a dit que je pouvais me faire écraser par une voiture. Allez, là je vais au casino, je claque 20 000 euros. Il faut vraiment trouver le juste milieu entre épargne, investissement et plaisir. Et les pistes que j'ai pour vous, c'est d'allouer effectivement un petit budget aux choses qui vous font kiffer, mais une fois le fonds de sécurité rempli. C'est-à-dire qu'il vous faut entre 3 et 6 mois de salaire de côté pour voir venir les différentes choses qui peuvent arriver comme un licenciement et compagnie. Et un ordre de grandeur de ce qu'on peut épargner pour ses loisirs. Si vous épargnez moins de 500 euros, allouez 20% de cette épargne à vos loisirs. Donc voilà, exemple concret, hein, tu épargnes 500 euros, mets 100 euros sur un compte dédié à tes loisirs. Et tu verras qu'au bout de quelques mois, tu vas pouvoir te faire des petits week-ends ou si ce n'est une semaine de vacances au soleil, hors vacances scolaires. Si tu épargnes plus de 500 euros, eh bien, tu as plus de moyens mécaniquement. Et tu peux facilement allouer 30% de cette épargne au loisir. Et moi, c'est ce que je fais hein, avec mes 20 000 euros par an d'épargne. Eh bien, j'alloue 6 000 euros aux vacances. Et ça permet voilà, de partir un peu, de sortir de son train-train quotidien, de voir d'autres choses. Et je pense que c'est le juste équilibre. Donc, dites-moi dans les commentaires quelle allocation eh bien, vous feriez avec les loisirs, l'investissement. Mettez-le moi dans les commentaires. Je suis très curieux de voir ce que vous en pensez. Et pour terminer cette vidéo, si vous cherchez un livre qui parle d'investissement financier ou de minimalisme, eh bien, vous pouvez vous procurer le livre que j'ai écrit pendant 2 ans, L'investisseur minimaliste, hein, comme cette chaîne. Le lien se trouve dans la description et vous le trouverez sur Amazon. Et sinon, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les investisseurs minimalistes.